Sébastien Dalide, je suis professeur de droit public à l'université Le Havre-Normandie depuis septembre 2016. Le renvoi préjudiciel, finalement, c'est l'une des clés de compréhension du rapport entre l'échelon national et l'échelon européen. Et c'est d'ailleurs par ce biais-là que je m'y suis intéressé. Parce que je suis finalement assez loin de mes thèmes de recherche initiaux, la Banque Centrale Européenne. Assez loin, mais finalement pas si loin que ça. Parce que l'eurosystème, c'est un système spécifique d'articulation de l'échelon européen et de l'échelon national. Et moi, c'est un thème qui m'a toujours intéressé, c'est l'articulation entre les deux, avec toutes les questions d'autonomie institutionnelle, d'autonomie procédurale qui vont avec. Et le renvoi préjudiciel, c'est vraiment ce qui fait le lien, non seulement évidemment entre les juges, mais aussi entre le système juridique et l'ordre juridique national et l'ordre juridique de l'Union. Quel type de lien il fait? Il fait un lien, je dirais, qu'il ne faut pas oublier, de compréhension mutuelle. De compréhension mutuelle parce que le renvoi préjudiciel, c'est d'abord, il ne faut pas l'oublier, un instrument de pédagogie. Pédagogie de la Cour de justice pour expliquer ses décisions. C'est une forme d'autorité souple, d'autorité par la persuasion, un moyen pour la Cour de justice, évidemment, de faire comprendre l'importance de ces décisions et des mécanismes aux juges nationaux. Et donc, en tant que tel, évidemment, la primauté, les faits directs, qui ont été globalement, grosso modo, évidemment, bien acceptés par les juges nationaux, c'est aussi par la spécificité de cette procédure préjudicielle. Spécificité parce que c'est aussi l'occasion pour le juge national, et puis aussi, n'oublions pas, les gouvernements nationaux qui interviennent devant la Cour, de faire valoir leur conception, leur ordre juridique, la manière spécifique dont il peut fonctionner, et de l'expliquer aussi à la Cour. Donc, en tant que tel, il est fondamental par son mécanisme, parce qu'il permet cette compréhension mutuelle. Ce dialogue, qui n'est pas uniquement un dialogue des juges, c'est un dialogue des ordres juridiques, et puis plus largement, aussi des administrations, puisque n'oublions pas par exemple que la commission intervient systématiquement dans les cas de renvoi préjudiciel. Et donc c'est un moyen d'articulation très utile. Et c'est le moyen par lequel la Cour de justice persuade ses interlocuteurs nationaux de ses décisions. Existe-t-il une obligation de renvoi? C'est presque finalement toute la question. Parce que, au-delà évidemment d'une forme de pression morale de la Cour de justice, de l'éventuel manquement qui pourrait exister pour défaut de renvoi préjudiciel, bon, l'obligation en tant que telle, elle n'est pas vraiment assortie de sanctions. Donc en tant que telle, est-ce vraiment une obligation? C'est toute la question. La jurisprudence est claire, le juge national parfois est obligé de renvoyer. Mais il garde toujours, et c'est ça toute la subtilité du renvoi préjudiciel, une marge de manœuvre. Et sa marge de manœuvre, c'est sur le besoin d'un renvoi préjudiciel. Le juge national, qui serait dans les textes contraint de poser une question, il ne doit poser une question que s'il estime que la question est pertinente et que la réponse est utile pour trancher le litige. Et dans cette marge de manœuvre-là, très importante, eh bien, beaucoup de juges nationaux ne renvoient pas d'affaires. Et c'est vraiment ici, je dirais peut-être parfois l'un des grands impensés du renvoi préjudiciel. Moi, je me suis intéressé au renvoi préjudiciel par le biais de la Cour de cassation et de l'application qu'elle fait du droit de l'Union. Quand on a une stricte lecture contentieuse de beaucoup d'arrêts de la Cour de cassation qui refusent de poser des questions préjudicielles, parfois on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, tout simplement parce que, alors c'est de la Cour de cassation, donc je n'étais pas spécialiste sur le fond, mais à la lecture des demandes, on trouve la demande pertinente. Mais le juge a toujours cette marge de manœuvre. Donc c'est pour ça que l'obligation de renvoi n'est pas si obligatoire que ça. Le refus de renvoi, c'est évidemment l'un des cas invisibles pour les spécialistes du droit de l'Union,
dans la mesure où l'arrêt n'étant pas transmis à la Cour, puisqu'évidemment la décision de renvoi il n'existe pas, donc elle n'est pas transmise à la Cour. Donc, pour les spécialistes du droit de l'Union, c'est presque un impensé. Et c'est un impensé qui est pourtant extrêmement important. Quand on regarde les statistiques, notamment par exemple au moment de l'élargissement, le nombre de renvois judiciaires a augmenté, mais pas autant proportionnellement que le nombre d'États membres. En réalité, on voit que le nombre de renvois judiciaires est quasiment stable. Et de fait, se pose la question de tous les cas de non-renvoi, qui sont en réalité, qui ne peuvent, même si évidemment c'est très dur à démontrer, qui ne peuvent qu'être extrêmement importants. De toutes ces affaires où est en jeu le droit de l'Union et où le juge national refuse de poser la question préjudicielle. Et finalement, ça revient à une question très importante qui est celle de l'effectivité du droit de l'Union. Si autant d'affaires qu'on peut l'imaginer ne sont pas renvoyées à la Cour de justice, alors évidemment, cela prouve qu'une grande partie du droit de l'Union n'est pas exécutée. Mais tout ça mériterait évidemment d'être creusé. Mais cette impensée-là, aujourd'hui, interroge vraiment. Alors sur la motivation en tant que telle, eh bien souvent, alors moi de ce que j'avais lu de la Cour de cassation, mais il faudrait peut-être faire un travail plus global, la motivation est très sommaire. La motivation est très sommaire puisque elle est parfois presque implicite, même si évidemment souvent la Cour de cassation précise qu'elle ne fera pas de renvoi. Mais dans le même arrêt, évidemment, elle tranche l'affaire. Donc implicitement, évidemment, elle précise qu'elle n'a pas besoin, elle ne le précise pas, mais c'est implicite, elle n'a pas besoin de faire un renvoi puisqu'elle peut trancher l'affaire elle-même. Donc la motivation est sommaire, même si il faut bien se rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, le refus de renvoi judiciaire doit être motivé quand même, au minimum. De ce fait, effectivement, je pense qu'il y aura vraiment un travail à creuser sur cette question du refus de renvoi, de sa motivation et de ce qu'elle nous dit de l'exécution réelle du droit de l'Union.